Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Si vous vous sentez étouffé et surmené par l'ambiance stressante, la pollution et le bruit de la région parisienne, pourquoi ne pas changer de vie et prendre un grand bol d'air dans un nouveau cadre de vie proche de la mer, accueillant et vous permettant de faire carrière? Ce train de vie idéal, vous le trouverez dans le département du Calvados. Une multitude de paysages, un accès privilégié à la mer, mais aussi à la campagne et aux régions vallonnées, ainsi qu'une offre de loisirs culturels et sportifs très variée. Alors n'attendez plus pour démarrer votre nouvelle vie dans le Calvados et laissez-vous accompagner par Accueil Installe Calvados, un service d'accompagnement entièrement gratuit mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados, destiné à tous les actifs, que vous soyez salarié, cadre, porteur de projet, peu importe votre secteur d'activité, que vous ayez déjà pris la décision ou envisagez simplement de venir vous installer dans le Calvados. Accueil Installe Calvados vous fait découvrir votre futur cadre de vie, vous aide à la recherche d'emploi pour votre conjoint, facilite votre recherche de logement et vous accompagne aussi dans les démarches d'inscription scolaire de vos enfants. Le Calvados vous attend les bras ouverts, alors n'hésitez plus et rendez-vous dès maintenant sur le site internet www.vivredanslecalvados.com pour en savoir plus. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Aurélie. Après avoir travaillé en tant qu'assistante juridique dans un cabinet d'avocats d'affaires, Aurélie est devenue DJ techno, acidcore et psytrance. Passionnée par la pâtisserie, Aurélie se dirige d'abord vers des études de pâtisserie. Elle travaille d'abord pour Cyril Lignac, puis pour d'autres pâtissiers. Victime de harcèlement sexuel, des comportements fréquents dans le monde de la pâtisserie selon elle, Aurélie est finalement dégoûtée de ce milieu. Elle décide alors de tirer un trait sur sa passion. Poussée par sa famille, elle se dirige finalement vers un métier plus stable et plus traditionnel. Elle devient assistante de direction dans un grand cabinet d'avocats d'affaires à Paris. Elle découvre alors le monde de la techno grâce à son conjoint. Lui-même DJ, il part mixer le soir. Curieuse, Aurélie décide d'essayer les platines qui sont dans le salon et de mixer en son absence. Elle se découvre une véritable passion et se lance à son tour comme DJ. Elle travaille la semaine comme assistante juridique et enflamme le week-end les soirées techno parisiennes. Une double vie jusqu'à il y a 2 mois où elle a décidé de vivre de sa passion. Aujourd'hui, Aurélie ou DJ Lily mixe pour les plus grandes soirées parisiennes, DJ techno, acidcore et psytrance et a fondé son collectif À Demain Matin. Alors avec Aurélie, on a évoqué sa passion pour la pâtisserie, le milieu austère des cabinets d'avocats, comment elle est devenue DJ, la place des femmes dans le monde techno, les réactions de sa famille quand elle a annoncé qu'elle allait devenir DJ techno à temps plein, son succès fulgurant comme DJ et comment le vit son conjoint, lui-même DJ. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Aurélie. Bonjour Aurélie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci, bonjour à toi Claire, ça me fait super plaisir d'être là. Nous aussi, alors est-ce que tu peux nous raconter quel est ton métier actuel? Bien sûr, donc actuellement je suis DJ, donc je mixe dans beaucoup d'événements différents à Paris. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier, je suis super contente parce que tu es la première DJ qu'on reçoit et en plus tu as un style de musique assez particulier. Est-ce que tu peux nous présenter un peu quel type de musique tu fais? Bien sûr, donc c'est vrai que c'est un style de musique qui est pas encore très réputé, donc on va être un petit peu dans les sous-genres de la techno, donc ça s'appelle en fait, le genre en général c'est de la techno avec un K, et donc dans ces dérivés il y en a énormément. Moi je me concentre beaucoup plus sur l'acidcore, la psytrance, je vais varier des fois un petit peu dans les genres, mais c'est majoritairement ces deux-là. Et tu te produis où en ce moment? Je me produis dans des clubs, donc par exemple il y a le Magnum Club où je mixe assez souvent, le Libeu. Après ça sera dans des événements comme demain par exemple, il y a un événement où c'est une parade à vélo avec beaucoup de gens et ils mettent les DJ sur un char et donc on va mixer dans les rues de Paris
sur un char. Ça va être vraiment très cool aussi. Donc en fait, c'est autant dans un format en intérieur avec plein de gens ou ça peut être aussi à l'extérieur. Alors, c'est super marrant parce que ça avait absolument rien à voir avec ton métier précédent. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant? Parce que c'est vraiment le jour et la nuit et en plus, littéralement, j'ai envie de dire. Complètement. Alors, j'ai commencé en fait après ma sortie de l'université. J'étais passionnée en fait de pâtisserie et c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Malheureusement, j'habitais au Canada et le Canada, c'est pas du tout la même vision, on va dire, de la pâtisserie qu'en France forcément. Et donc finalement, je suis venue en France pour travailler chez Cyril Lignac. J'ai travaillé pour lui pendant 6 mois. C'était vraiment une expérience incroyable. Et finalement, après, le rythme de vie, c'est vrai que c'est des très longs horaires, c'est vraiment très dur. C'est un métier aussi où quand on est une femme, c'est très compliqué aussi de réussir à s'imposer vu que c'est un métier très masculin. Et donc, après, j'ai un peu suivi les conseils de ma mère, essayé de trouver un métier qui est un peu plus normal, on va dire. Et donc, j'ai travaillé aux États-Unis dans une compagnie en tant qu'assistante de direction. Et après, je suis revenue en France parce que j'étais repartie au Canada entre-temps. Et au final, je suis arrivée en France et j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats, qui est ma dernière expérience. C'est vrai que c'est complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire, où c'est un milieu en fait où on passe aussi de quelque chose qui est un métier assez prenant, où en fait j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais avant. À là, c'était vraiment un peu plus un métier où il fallait que j'apprenne de nouvelles choses, certes, mais c'est vrai que c'était pas exactement ce qui me faisait vibrer dans la vie. Alors, c'est marrant parce que du coup, tu es revenu à un métier passion encore et comment t'as fait le deuil de la pâtisserie? Tu penses que tu y reviendras un jour ou? J'y reviendrai sûrement un jour, oui. Je pense que la pâtisserie, en fait, il y a des métiers comme ça où en fait on le fait parce qu'on aime tellement ça et que il y a rien qui nous motive plus. Et après, c'est vrai que la pâtisserie, d'en faire chez soi ou d'en faire son métier, c'est vraiment deux aspects qui sont complètement différents. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup de résilience, beaucoup de passion pour réussir à tenir dans un métier comme ça. C'est très très fatigant mentalement et physiquement d'être debout pendant 12 heures. Les charges en fait sont aussi excessivement lourdes. On doit porter des sacs de sucre qui font 20 kilos et on en soulève 5 ou 6 en même temps. Donc au bout d'un moment, surtout quand on est petit, on n'est pas très costaud, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et il est sympa, Cyril Lignac? Alors je l'ai vu 2 fois et oui, franchement, il était super sympa. Et non, franchement, c'était génial. En vrai, c'est quelqu'un qu'on voit à la télé, qu'on a l'habitude en fait de vraiment voir un peu de l'autre côté des écrans. Et là, de la voir en face de nous, c'est un peu comme des enfants où on voit le Père Noël, ou ça fait bizarre. Et comment tu as eu le déclic de dire c'est bon, je passe à un métier plus sérieux? Donc tu dis que c'est ta mère qui t'a un peu encouragée. Est-ce qu'il y a eu un événement où tu t'es dit là c'est bon, j'arrête, je vais faire un métier plus stable? Ouais, il y a eu beaucoup d'événements en fait. Comme je disais avant, c'est un milieu qui est très misogyne. Donc en fait, il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés, notamment en fait mon deuxième travail où j'ai changé en fait d'endroit parce que Cyril Lignac étant très gros, on était une grosse équipe et on avait des postes qui étaient un peu plus attitrés. Et là, en fait, on a pu vraiment, j'ai pu changer et avoir l'opportunité de toucher un peu à tout. Et c'est vrai que dans la deuxième entreprise dans laquelle j'ai travaillé, il y a eu le chef qui avait beaucoup de comportements, on va dire, assez déplacés. Malheureusement, c'est une réalité dans la pâtisserie où en fait, quand on est une femme, c'est pas un événement qui est assez rare. Malheureusement, c'est fréquent. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui m'a un peu poussée à me dire que oui, c'est un métier de passion, mais il y avait quand même beaucoup de côtés qui au bout d'un moment, te disent que peut-être que potentiellement, c'est pas pour tout de suite ou c'est pas pour toi. Ouais. Et ça se passe comment dans le monde de la nuit? Alors, dans le monde de la nuit, c'est une très bonne question. On voit vraiment des choses assez folles. On se rend compte aussi qu'il y a certaines personnes où il y a des environnements qui des fois il faut faire très attention. Forcément, on voit des gens qui se mettent aussi dans des conditions pas possibles, qui arrivent pas à se tenir ou même le monde de la nuit. Je veux dire, on le sait tous qu'il y a
il y a beaucoup d'agressions. Il faut en fait être constamment sur ses gardes surtout quand on est une fille et qu'on a l'habitude de devoir y aller. Et là, dans ce cas-là, maintenant, j'y vais dans un cadre professionnel, mais il y a toujours aussi cette barrière de se dire, bon, bah, faut faire attention à ce que je fais, faut pas non plus être trop gentil, dans le sens que ça m'est arrivé des fois d'être trop gentil et que, bah, ça a un peu laissé la porte ouverte à des gens à faire des choses ou essayer de faire des choses qui étaient vraiment déplacées, surtout dans un contexte professionnel. Non, parce que c'est intéressant parce que tu dis que c'est ça qui t'a décidé de partir de la pâtisserie et finalement tu retournes vers un milieu où justement ça peut aussi arriver. Comment tu l'expliques? En fait, je pense que c'est aussi le fait que potentiellement en pâtisserie, il y a un contact qui est beaucoup plus direct. C'est-à-dire qu'on va côtoyer vraiment ces gens-là d'une façon assez proche. Là, quand je vais, par exemple, en soirée pour mixer, il y a souvent mon copain, c'est quasiment tout le temps, en fait, qui est avec moi. Donc, en fait, déjà, le fait que lui soit là enlève déjà beaucoup de problèmes. Et souvent, c'est vrai que dans le monde de la nuit, c'est pas des choses qui m'arrivent personnellement. C'est plus, par exemple, des attitudes qu'on va voir ou des choses où on est témoin, mais sans que ça soit nous réellement. Donc, en fait, il y a quand même un petit peu une distance avec cette réalité. Oui, et puis j'imagine qu'aussi, comme tu fais finalement des événements avec plein de personnes différentes, t'as pas forcément, il n'y a pas une relation qui va s'instaurer ou ça va être déplacé parce que c'est plus ponctuel. Exactement. Et alors, comment ça s'est passé quand tu as décidé du coup de revenir à un métier plus sérieux? Comment tu t'es sentie à ce moment-là? C'est vrai que en fait, je me suis sentie bien. Après, le truc, c'est que j'ai toujours eu un côté assez hyperactif où j'aime faire plein de choses et j'aime toucher un petit peu à tout. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis assez vite rendu compte qu'un métier un peu plus normal, un peu plus sérieux, ça me correspondait pas forcément. En tout cas, celui que j'avais ne me correspondait pas du tout. C'est vrai que j'ai besoin en fait d'avoir toujours un projet qui tourne, de faire plein de choses. C'est pour ça qu'à côté de mon travail, avec des amis, on a monté une association à Paris qui fait des soirées. Et donc en fait, je gère en plus d'être DJ dans ce collectif, aussi je gère toute la communication, donc tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quasiment un compte où on a 2000 abonnés, où on organise des soirées quasiment tous les 2 mois sur des formats de 400, 500 personnes. Donc c'est beaucoup de boulot, mais j'adore faire ça. Donc c'est stimulant. Mais par rapport à ta question, oui, c'est sûr que c'était une décision où je l'ai prise parce que il fallait aussi que j'essaye, parce que j'avais jamais réellement pu avoir cette opportunité de me poser et d'avoir un travail sérieux. Mais mes 2 expériences en tant qu'assistante de bureau ou assistante de direction, c'est vrai, je me suis vite dit que je pense que ça me correspondait pas. Oui, parce que alors, c'est assez marrant parce que du coup, ta dernière expérience, c'était assistante de direction dans un gros cabinet d'affaires à Paris, un cabinet américain. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment le jour et la nuit entre ce que tu fais maintenant et puis le type de personne avec qui tu travaillais. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es sentie dans ce monde sérieux, très austère Ouais, bah ça a été compliqué, franchement. En fait, je pense que même mes collègues, assez vite, on s'est rendu compte que j'étais pas spécialement à ma place quand je leur ai annoncé que je partais. Pour tout le monde, c'était une évidence parce que de base, ça se voyait que j'avais pas non plus ce caractère-là. C'est vrai que c'est aussi mon côté un peu canadien, mais c'est vrai que moi, j'ai tout le temps le sourire, je suis tout le temps hyper motivée, hyper positive. Je fais attention aussi à ce que je dis aux gens parce que j'ai pas envie de les blesser ou et c'est vrai qu'on arrive dans un monde où les choses doivent aller très vite. Il y a beaucoup de stress. Que c'est vrai que c'est le jour et la nuit où en fait c'est vrai que ce travail au final ça m'a pesé, je pense, sur le long terme parce que déjà je faisais quelque chose qui m'intéressait pas spécialement et en plus de ça je me sentais pas non plus spécialement à ma place. Et t'as fait ça pendant combien de temps? Pendant 1 an. Un an. Ouais. Et t'as eu l'impression qu'à la fin, ça impactait un peu ta personnalité, ta joie de vivre Ah oui, complètement. Quand le jour où j'ai décidé de partir, c'est parce que en fait, je pouvais plus. À la fin, vraiment, j'arrivais plus à supporter les tâches, j'arrivais plus à faire mon travail. Ça devenait en fait tous les jours une bataille contre moi-même pour réussir à me lever le matin et être motivée à aller et faire quelque chose où en fait, je savais pertinemment que j'étais pas à ma place. Et
comme tu l'as si bien dit, bah en fait, c'est vrai que ça change complètement ta personnalité. Moi qui est d'une nature assez dynamique, assez souriante, j'étais devenue complètement morose. Vraiment, je me sentais plus moi-même en fait vers la fin, clairement. Et comment tu as fait pour prendre la décision un peu malgré l'avis de ta famille? J'imagine que ça n'a pas dû être enfin, ça a pas dû être facile de dire à ta famille, bon bah je peux pas le faire, c'est pas moi. Comment ça s'est passé? Difficile parce que je pense que tout le monde, quand on a un peu cette réflexion-là où on se dit il faut que je parte, il y a toujours ce côté où les gens le voient souvent comme si tu n'avais pas voulu te battre ou comme si tu faisais un peu la petite nature. Mais en fait, non, je pense que quand quelqu'un souffre réellement de ses choix professionnels et que quand une personne souffre de son travail, en fait, il faut changer. Il faut pas rester dans une situation comme ça. Moi, je sais que ma famille, au début, ils comprenaient pas. Et j'ai pris beaucoup de temps, en fait, pour leur expliquer que, en fait, ils me connaissaient, qu'ils savaient très bien, en fait, que ce genre de poste, que ce genre de choses à faire, ça me correspondait pas du tout. Et ils ont vite compris, ils ont vite soutenu mon choix parce que je pense qu'ils ont vu que même si je changeais de travail, j'étais capable de rebondir derrière. Mais c'est vrai que c'est jamais quelque chose de facile, surtout quand on va passer d'un poste sérieux à dire à ses parents, oui, je vais être DJ. Donc, ouais, ça c'est moins bien passé. Comment ils l'ont pris? Alors, ils ont rigolé d'abord parce qu'ils pensaient que je rigolais. Et après, en fait, au début, comme ça fait déjà 2 ans que je mixe, en fait, au début, ils prenaient ça un peu à la rigolade. C'était un petit peu quand tu mixes avec des amis, quand t'es à la maison, etc. Et vite, en fait, ils ont vu pendant même mon travail, quand je travaillais chez Three Crowns, ils ont vu justement que j'arrivais en fait à faire mon travail et aussi à concilier ma vie de DJ. Et justement, ce genre de choses fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je leur ai expliqué que j'avais de plus en plus de dates, que je voyais que ça avançait de plus en plus, ils ont compris et ils ont vu que c'était plus sérieux, entre guillemets, que au début, si j'avais commencé il y a 2 ans pour leur dire je me lance là-dedans. Bah, c'est super marrant parce que donc tu faisais tes semaines au cabinet d'avocat et le vendredi et samedi, tu allais mixer dans des clubs à Paris. C'est ça, Tu exactement. avais un peu une double vie, quoi. Comment tu le vivais, Ouais. ça? Alors franchement, je le vivais très bien parce que je pense que c'est ce qui me boostait. J'avais besoin en fait d'avoir. Je pense que si j'avais pas eu ça, potentiellement, j'aurais moins bien vécu mon expérience au travail parce qu'en fait, c'est ce qui me permettait de me dire, ok, t'as un travail la semaine où t'as une vie entre guillemets normale. Par contre, le week-end, tu fais ce que tu aimes, tu fais ce que tu kiffes et tu y vas à fond et ça me permettait en fait d'avoir mes semaines et de me dire qu'il y avait quand même quelque chose à côté que j'essayais de construire et qui peu à peu aussi grandissait. Donc c'était extrêmement stimulant. Et ça s'est su à ton travail? Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est su. En fait, au début, forcément, c'est le genre de choses dont on parle pas trop parce qu'il y a souvent cet aspect où les gens se disent que bah déjà le monde de la nuit, c'est pas forcément associé à des gens qui sont très sérieux. Il y a aussi cette idée de dire que peut-être qu'on va arriver au travail le matin en étant fatigué. Donc j'en parlais pas trop au début et peu à peu après j'ai commencé à en parler avec mes collègues et quand je voyais leurs réactions où en fait c'était tu travailles dans un cabinet d'avocat mais en même temps t'es DJ, c'est bizarre. Et au final après j'ai commencé à en parler peu à peu parce que je me disais qu'il y avait pas spécialement de raison de pas en parler. Et ils l'ont su au final comme ça, mais je pensais que tout le monde savait, mais apparemment pas tout le monde était au courant, comme quoi. Ouais, je te pose la question parce que moi j'étais avocate et quand je suis partie pour devenir influenceuse, je l'ai pas dit parce que C'est vrai? justement j'étais gênée, j'avais peur un peu de ce que les personnes, enfin je me disais que les personnes pouvaient pas comprendre en fait. Donc c'est pour ça et donc quand tu as démissionné, tu as dit que tu allais le faire à temps plein. En fait, j'étais tellement heureuse de cette décision et j'avais tellement envie de le partager et en même temps, ça permettait aussi d'expliquer mon départ. C'est que, en fait, je partais pas parce que, je veux dire, la compagnie où j'étais, c'était une très bonne entreprise et en soi, il y a plein de gens qui, ça pourrait correspondre et qui pourraient adorer parce que c'est vrai que il y avait une ambiance de travail qui était très bonne, il y avait plein de bonnes choses en fait. C'est juste que moi, personnellement, cette expérience, elle m'allait pas et je pense que même les gens à mon travail voyaient que plus le temps passait,
plus j'étais pas bien. Et au final, c'est pour ça que c'était une libération. Le jour où je suis partie, je me suis dit, en fait, j'ai envie que tout le monde sache que je quitte pour faire ce que j'aime. Et en même temps, ce que j'aime, c'est être DJ. T'étais super fière, ouais. Ouais, vraiment, je suis fière. Et quand j'ai vu même la réaction de mes anciens patrons, la réaction de mes collègues, ça fait toujours plaisir à voir parce que c'est des gens en plus qui m'ont dit des très belles choses quand je suis partie, que c'était inspirant de voir des gens qui poursuivaient ses rêves comme toi, de tout quitter un travail qui est entre guillemets stable pour aller poursuivre notre rêve ou quelque chose qui nous stimule. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire et qui ont le courage de le faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien quand on part pour s'accomplir autrement. En fait, peut-être que toi, ton départ fait penser en fait aux autres le fait que eux aussi, s'il y a quelque chose qu'ils aiment, s'il y a quelque chose qu'ils veulent faire, il faut suivre ses rêves en fait. C'est le moteur de la vie. Oui, ça les rappelle un peu que finalement, l'ordre des choses, c'est pas se contenter d'une vie qu'on n'aime pas forcément. Exactement. Et alors, comment tu t'es formée parce que comment ça s'est passé un petit peu pour toi pour te former, pour commencer à jouer comme ça dans des clubs à Paris? Alors, j'ai commencé en fait parce que mon copain fait de la musique depuis 6 ans et lui s'est mis justement à mixer il y a environ 3 ans. Donc, à la maison, j'avais toujours des platines. Et des fois, lui, comme il a un horaire de travail en décalé, le soir, je rentrais, j'avais rien à faire, il y avait les platines qui étaient à côté. Et donc, je me suis dit, bon, on va tester. J'adorais ça. En fait, ça m'intriguait, ça m'énervait en fait de les voir en soirée et de pas comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Et je pense que ça a été un peu le plus gros moteur pour commencer à apprendre. C'était, je voulais comprendre tout ce que ces boutons y faisaient. Et en fait, il n'y a pas vraiment de secret quand tu aimes mixer, quand tu commences. En fait, c'est passer des heures. C'était vraiment, je pense qu'en un mois, je devais passer 3-4 heures par jour à juste m'amuser avec les platines et à tester des trucs et à regarder les gens aussi. En fait, mon copain, à ce moment-là, avec des amis à moi, on a monté le collectif dont je te parlais. Ça s'appelle À demain matin. Et donc, on a commencé, c'est ça, il y a 1 an et demi. Et donc, on organisait des soirées dans Paris. Et en fait, à force de voir mes amis jouer, je les regardais comment ils faisaient, je regardais leurs techniques. Et un jour, j'ai dit à mon pote, si un jour il vous manque quelqu'un, j'ai jamais mixé en soirée, mais j'ai envie. Et il m'a fait, écoute, ouais, il y a pas de souci. Donc il était venu, je lui ai fait justement un set pour qu'il voit comment je me débrouillais, mon style de musique. Et j'ai commencé comme ça. Et donc, t'es totalement autodidacte, ton copain t'a un peu aidé ou t'as vraiment fait ça toute seule Un peu des deux, franchement. Il me donnait beaucoup de conseils au début parce que c'est vrai qu'il y a des techniques où en fait surtout comprendre comment le mécanisme marche. Donc il m'a montré comment les logiciels marchaient, etc. Et une fois en fait qu'on te donne les bases, après ça c'est un petit peu à toi d'apprendre parce que chaque DJ va avoir une technique qui lui est propre et c'est important justement de ne pas trop non plus demander d'apprentissage parce qu'il faut garder aussi une part de soi-même. C'est ce qui crée en fait notre identité de DJ. Donc c'est bien de connaître les bases, mais après on peut pas non plus trop t'en apprendre, je trouve. Et ça nécessite beaucoup d'investissement, tout le matériel, si on veut se lancer. C'est beaucoup d'investissement. Donc après, il y a plusieurs gammes. Donc la plupart des DJ, quand ils commencent, ils vont prendre un peu le matériel de base. Donc ça va être ce qu'on appelle, c'est un DDJ 400. En fait, c'est un contrôleur parce que c'est en fait une platine qui nécessite un ordinateur. Et ça, on les trouve entre 200 et 300 euros. C'est le prix de base. Il faut rajouter à ça une enceinte ou deux même, plus l'ordinateur, etc. Mais ça, en fait, on peut en avoir pour 400, 500 euros au début. Par contre, quand on atteint un certain niveau, c'est vrai qu'il faut qu'on change de matériel. Et là, on passe sur soit un matériel à 2500 euros, ou ça peut aller, ce qu'on utilise en soirée vraiment pour mixer, ça va être plus aux alentours de 7000, 8000 euros. C'est Et comment ça se passe quand tu mixes? Du coup, c'est toi qui emmènes ton matériel ou c'est fourni? Comment ça se passe? C'est fourni en fait. Quand on arrive en soirée, ça fait partie aussi justement de l'organisation et de l'organisateur. Normalement, ce genre de choses doit être géré à l'avance. Il faut que le matériel soit communiqué parce que par exemple, tout peut changer. Quand on arrive dans une soirée, on va avoir, dépendamment des marques,
On peut avoir des boutons qui sont différents, une technique d'utilisation qui est complètement différente. Et c'est vrai que pour ça, c'est beaucoup, beaucoup d'entraînement parce qu'il faut en fait savoir mixer sur toutes les différents matériels possibles. Donc, limite, chez toi, tu dois avoir toutes les marques pour pouvoir t'entraîner un peu à tout, quoi. Alors, si c'était possible, ce serait génial. Franchement, j'aimerais. Mais en fait, souvent, quand on est DJ, le plus facile, en fait, c'est que comme on a nos musiques sur nos clés USB, souvent, en fait, dans les endroits où ils vendent le matériel, il y a en fait tout le matériel en démo en bas. Et donc, ils permettent aux DJ de venir et de tester, en fait, toutes les différentes plateformes que tu pourrais avoir parce que c'est vrai que pour un jeune DJ, c'est quand on voit que c'est à peu près 3000 € juste la table de mixage et qu'il peut y en avoir 4 différentes, c'est pratique d'avoir ce genre d'endroit. C'est génial en tout cas. Et comment ça s'est passé quand tu as fait ta première scène? Comment tu t'es sentie? Waouh, c'était très stressant. Pourtant, c'est vrai que, en fait, je pense que ça reste toujours stressant. Chaque étape a son stress. Parce qu'au début, quand tu mixes dans des bars clubs où donc il n'y a pas spécialement beaucoup de gens devant toi. Mais en fait, il y a toujours l'erreur de faire une erreur technique. Je veux dire, la peur de faire une erreur technique. Là, aujourd'hui, en fait, le stress, il est vraiment différent parce que le matériel, entre guillemets, je le maîtrise, je le connais. Mais c'est la peur. En fait, plus tu grossis, plus il y a des gens. Et donc, techniquement, plus il y a de gens qui entendent si tu fais une erreur. Donc, c'est ce stress-là, en fait, qui est pire même, je pense, qu'au début. Et t'as joué pour combien de personnes au maximum? Je pense que mon plus gros, il devait y avoir entre 400 et 500 personnes. Et après ça dépend aussi, tout dépend de l'heure parce qu'il va y avoir des soirées comme moi, le style de musique, ça va être un peu plus intense, on va dire, que la moyenne. Souvent, je vais passer assez tard, donc ça dépend aussi des horaires. Il y a des moments dans la soirée, il peut y avoir 500, 600 personnes, mais plus on va tard, et évidemment, plus les gens ils commencent à rentrer dormir, ce qui est normal. Et alors, tu as joué dans quelles ont été les plus grosses boîtes, les plus gros clubs où tu as joué à Paris ou ailleurs? Alors, j'avais fait un événement à Perpignan qui avait été très cool. Ils avaient loué en fait comme un espèce de château. C'était un fort en fait, et donc c'était un collectif qui nous avait invités. En fait, ils avaient fait toute une scène à l'extérieur, donc ils donnaient vue sur le fort. Il y avait une scène avec de la musique un peu plus intense, une scène avec de la musique un peu plus house, un peu plus chill. Et c'est vrai que ça, c'était un super bon souvenir parce que c'est vraiment une expérience assez unique. Je veux dire, pas grand monde a mixé dans un fort, donc je me disais que c'était quand même très cool. Sinon, je pense que j'ai vraiment hâte à demain parce que je pense que demain aussi, ce sera, je pense, un des meilleurs événements que je vais faire. En fait, au bout d'un moment, quand on mixe à l'intérieur, il y a des endroits cool. Donc, j'ai mixé au Magnum Club, j'ai mixé dans une petite warehouse à côté de Paris. Il y en a une aussi qui était un peu plus grosse, qui était cette fois vers le Bourget. Il y a plein de petits endroits comme ça aussi, ils sont cool, mais ce qui distingue en fait et qui donne du plaisir à un DJ, c'est aussi quand on met dans des conditions qui sont tellement peu probables. Là, de mixer sur un char on s'attend à avoir des centaines, si c'est pas des milliers de personnes qui vont se joindre à la parade demain. C'est assez fou de se dire qu'il va y avoir des gens en vélo qui vont nous suivre pendant que nous, on mixe dans la rue. Donc ça va être vraiment cool. Et t'as mixé à Berlin aussi? Pas encore. J'espère un jour, j'espère bientôt. Ouais, quel est ton rêve alors professionnellement? Est-ce que tu as des festivals en tête, des scènes dans le monde? Tu vois, c'est quoi un peu ton goal dans la musique? Alors un de mes premiers rêves, ça a toujours été le moment où je vais avoir une date en dehors de la France. Parce que là, c'est là en fait qu'on voit aussi, j'ai eu des propositions pour aller mixer dans d'autres villes en France, mais vraiment quand on passe le cap d'aller mixer dans un autre pays, les choses deviennent plus sérieuses. Donc ça, je pense que c'est un de mes objectifs. Et une scène qui me plaît énormément, c'est la scène brésilienne. Il y a beaucoup, beaucoup de festivals psytrance. En fait, le Brésil est vraiment un endroit où la psytrance est très, très, très reconnue. Il y a beaucoup de festivals, beaucoup de grands artistes qui viennent de là-bas. Et c'est vrai que pour moi, ce serait un très bel accomplissement de pouvoir mixer au Brésil. Mais sinon, il y a tellement d'endroits. Franchement, quand on aime mixer, on le fait un peu n'importe où. Je pense que la seule chose, mon rêve, ce serait juste de continuer à faire kiffer les gens, même en grossissant et juste
de rencontrer de plus en plus de monde, c'est le meilleur dans ce métier. Et alors, comment tu as décidé de te lancer? Est-ce que tu commençais à avoir assez de dates? Tu t'étais fixé une limite financière? Comment ça s'est passé? Alors en fait, ça a été un peu... les choses se font assez vite, on va dire, parce que c'est vrai que sur la scène musicale dans laquelle je suis spécialisée, il n'y a pas encore vraiment déjà beaucoup d'artistes et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de femmes. Aujourd'hui, il y a réellement une demande pour des DJ féminines parce qu'en plus, il n'y en a pas énormément. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que la communauté techno parlait énormément. Et donc, j'avais pas mal de messages, en fait, de gens qui me démarchaient d'un peu partout. Et la dernière fois, j'ai eu une demande pour aller mixer à Lyon. Je sais même pas comment cette personne, elle a eu mon contact, mais en fait, au bout d'un moment, on se fait contacter par pas mal de monde. On voit aussi qu'il y a des agences qui commencent à nous surveiller, etc. Donc, en fait, on voit qu'on est sur le bon chemin. Et là, par exemple, je le vois que, par exemple, sur le mois d'avril, j'ai 4 dates différentes. Et en fait, dans ces 4 dates, il y en a une où je vais mixer avec mes artistes préférés. C'est des gens que moi, j'écoute. Et là, je vais mixer avec eux dans la soirée. C'est aussi de là ce moment où tu te dis que tu vois que ça commence à devenir sérieux. Ça motive. Mais ça a été super rapide, parce que tu dis que tu as commencé à 2 ans. Donc, en 2 ans, t'es déjà reconnu, tu t'es fait un nom. C'est hyper rapide. Et comment tu l'expliques? Je sais pas, franchement, c'est vrai que j'ai très souvent cette question, même avec des gens que je rencontre qui voient mes prestations et qui après me disent ah, écoute, je comprends pas, ça doit faire super longtemps que tu mixes. Et en fait, bah c'est juste, j'aime ça. Et en fait, le seul secret que je pourrais donner, c'est juste, j'aime tellement ça qu'en fait, moi, la pratique, c'est pas un travail, c'est pas de l'extra. Pour moi, la pratique, ça fait partie du plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et en fait, ce moment où en fait, on est en symbiose avec la foule et que on a les gens qui sont devant nous et qu'ils adorent ce qu'on fait et que nous, de les voir kiffer et en même temps de kiffer en même temps parce que ce qu'on fait, on aime ça aussi. En fait, ça dégage quelque chose. Et je pense qu'un DJ qui aime ce qu'il fait, même si ça fait qu'un an, 1 an et demi ou 2, en fait, c'est son énergie le secret. Si quand tu mixes, tu as une énergie communicative où tu donnes envie aux gens de continuer à faire la fête avec toi, de vraiment passer un bon moment, bah les gens, j'ai remarqué, le ressentent. Et très souvent, on vient me dire, au-delà de mes musiques, en fait, il y a une ambiance aussi qui se crée et ça, c'est vraiment un bon secret pour un DJ. C'est si tu aimes ce que tu fais et que tu es fier de ce que tu fais, alors il faut le communiquer aux gens. Oui, tu fais le show un peu aussi, quoi. Ouais, il faut, complètement. Toi, t'as un personnage quand tu vois un peu une ambiance spécifique quand tu montes sur scène? Comment ça se passe? Non, en fait, bah après mon nom d'artiste c'est Lily. En fait, c'était mon surnom quand j'étais jeune, et c'est vrai qu'on m'a beaucoup conseillé de garder ça parce que en fait, je savais pas au début du tout. J'ai un peu commencé à mixer vraiment pour le plaisir, sans jamais me dire qu'aujourd'hui j'en serais là. Et en fait, j'ai commencé et j'ai gardé ce nom parce que Lily, ça a un peu ce côté petite fille, un peu fragile, on va dire. Et en fait, quand j'arrive sur scène, il y a le gros contraste où, en fait, la musique que je mets est souvent plus intense que celle des mecs. Et donc, tu as cette espèce de... Tu t'attends, en fait, à quelqu'un de tout petit qui va faire quelque chose de vraiment calme. Et en fait, c'est le contraire. C'est toujours comme ça. Et sinon, non, sinon, c'est... J'arrive et je suis moi-même et j'essaye pas trop de faire des trucs parce que je pense que j'arriverai pas à essayer de faire un personnage de toute façon. Et comment ça s'est passé peut-être la première fois où tu as été rémunérée? Parce que j'imagine que quand tu commences, tu joues déjà pour essayer de te faire connaître, un peu te former. Ouais. Comment t'as ton premier cachet? Alors en fait, ça va être aussi quelque chose d'inattendu. Donc en plus avec mon association, c'est vrai, avec À Demain Matin, je vais pas prendre de bénéfices vu que c'est un collectif qu'on a monté entre amis et j'en fais partie. Notre but en tant que DJ, c'est pas non plus de prendre de l'argent à l'assaut. Donc mon collectif, je les ferai jamais payer de toute façon. Et après ça, sinon, ça vient avec quelqu'un qui te démarche d'un autre collectif et qui te dit, bah écoute, je te veux pour cette date-là et je suis prêt à te payer. Et en fait, souvent, tous les premiers DJ qui se font payer, ça commence comme ça, où c'est quelqu'un qui te propose une rémunération, tu acceptes et après ça, bah
peu à peu, les choses, elles vont, et plus tu commences à être rémunéré, plus forcément toutes les prestations le sont, et tu peux évoluer. Et comment ça se passe? T'es payé en fait pour ton set, peu importe le nombre de personnes qui viennent. T'es intéressé aussi sur les nombres de places ou? Alors, le nombre de places, c'est pas nous qui gérons forcément. Après, en tant que DJ, je vais pas prendre plus de plaisir à mixer devant 500 personnes que devant 50. L'ambiance, en fait, très souvent, comme nous, des fois, en plus, on est très rarement surélevé. Très souvent, on est au même niveau des gens. Donc, de toute façon, on voit que les 50 100 premiers. Nous, en tant que DJ, c'est vrai qu'on fait pas du tout attention. En tout cas, à mon niveau, je fais pas spécialement attention à ça. C'est vrai que peut-être une fois que tu passes sur vraiment des gros festivals où il va y avoir beaucoup de monde, en fait, c'est que ça va influer le prix de la prestation. Forcément, si on est, en fait, il faut toujours, souvent quand on va nous demander combien on veut pour nos prestations, on va toujours aussi se baser sur le nombre d'entrées que peut faire la soirée. S'ils peuvent que rentrer 500 personnes, forcément, le cachet va pas être le même que si on demande une prestation devant 10 000 personnes. Parce que forcément, il y a pas la même pression, pas le même entraînement. Et en même temps, c'est aussi, ça veut dire qu'ils vont faire rentrer beaucoup plus de gens, donc beaucoup plus d'argent. Et avec votre collectif, en fait, vous organisez, vous, des soirées? Ouais, exactement. Donc là, on a fait pas mal de soirées. Au début, on a commencé plus dans des bars-clubs. Et on est vite après passé sur des caves. Donc, il y a beaucoup de caves à Paris, comme les caves Le Chapelet, où on peut organiser des événements où il y a une capacité d'entre 300 et 400 personnes, si je me trompe pas. C'est avec eux, justement, en collaboration, donc avec À Demain Matin et la Techno Vélo, qu'on organise l'événement de demain. Et aujourd'hui, t'en vis bien? T'en vis autant que quand t'étais assistante de direction? Comment, est-ce que tu peux nous donner peut-être une fourchette? Alors, c'est vrai que, en fait, le problème, c'est que, en fait, quand on est DJ, il y a la première période où on n'est pas représenté par quelqu'un. Et je pense que quand on n'est pas encore représenté par quelqu'un, c'est plus compliqué parce que c'est à nous de gérer notre agenda. Et un manager va être beaucoup plus dans une com, on va dire, agressive, parce que c'est eux qui vont s'occuper d'aller démarcher tout le monde, d'aller envoyer des mails, etc. C'est vrai que quand on est artiste et qu'on n'est pas encore représenté, c'est un peu plus gênant aussi d'être démarché. Donc pour l'instant, je suis un peu plus dans l'optique de prendre les dates que j'ai qui sont payées parce qu'il y a encore des dates que je fais qui ne le sont pas. Et après, de potentiellement, j'essaye de me dire que dans quelques mois maximum, j'aurai un agent et les choses seront beaucoup plus fluides à ce moment-là parce que, en fait, on a le problème en tant qu'artiste que nous, on n'est pas négociateur. Nous, on a du mal à évaluer combien peut valoir nos prestations. On a du mal aussi à réussir à négocier tout ça, à demander peut-être le prix qu'on voudrait. Et en fait, un manager, il sait faire ça pour nous. Donc, ça, c'est pour moi la prochaine étape clé. Et ton copain, lui, il a un manager? Alors lui, non, pas encore aussi. En fait, comme on a tous commencé un petit peu il y a 2 ans à mixer sérieusement, c'est vrai que pour avoir un manager, normalement, il faut avoir fait beaucoup de soirées. Et en ce moment, c'est vrai que même si on en fait beaucoup, il a fallu en fait faire monter autant les DJ que le collectif. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, on essaye de pas non plus précipiter les choses. De toute façon, on garde en tête que notre objectif, même si c'est potentiellement en vivre et réussir notre vie comme ça reste en fait le plaisir d'être tous ensemble et de mixer et de faire des soirées. Et comment tu le vis, ça, peut-être cette pression un peu financière de tu vois, avoir un salaire qui tombe tous les mois on n'est pas certain. C'est un gros stress. En plus, je suis de nature un petit peu stressée, donc c'est vrai que ce genre de situation, c'est jamais facile et il y a toujours la pression de se demander si on a fait le bon choix, si on va dans la bonne direction. Et c'est vrai que la pression, elle est là, elle est intense, mais il faut un petit peu garder en tête que, en fait, si on y croit, moi je pense vraiment que dans la vie, quand on croit que quelque chose va se passer, ça va se passer, et que le stress, en fait, est juste une barrière. Peu importe dans la vie ce qu'on veut faire, je pense que si on se donne les moyens et qu'on a envie d'y arriver, en fait, c'est la seule chose qui importe réellement. Donc, j'essaye de me dire que, en fait, les choses sont en train de se passer. J'ai déjà beaucoup de chance d'avoir autant de dates et qu'il n'y a aucune raison concrètement que j'en ai moins. Normalement, dans la ligne logique des choses, c'est censé être de plus en plus. Donc, c'est ce que j'espère.
Oui, et puis je pense qu'aussi au bout d'un moment, faut se lancer parce que si on veut se donner les moyens que ça réussisse, on ne peut pas continuer à avoir une double vie. Au bout d'un moment, il faut un peu donner le temps à l'autre projet pour réussir. Donc il y a forcément une période où c'est un petit peu ouais, mais il faut se projeter parce que c'est vrai que souvent les invités donnent comme conseil de commencer un side project et puis une fois que ça marche bien, voilà, s'y mettre à temps plein. Mais je pense qu'aussi c'est pas dans tous les domaines, il y a forcément parfois une phase ou de transition où ça marche peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais on est obligé de donner tout notre temps au projet voilà qui nous tient à cœur. Complètement. Tu as tellement raison parce qu'en soi, tu vois, si j'avais attendu plus, je pense pas que malheureusement, en fait, le travail que je choisis, il nécessite beaucoup de temps, mais en plus, c'est un temps qui est complètement différent des horaires que j'avais avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des dates où on me demandait de faire des prestations la semaine. Et en fait, c'est pas possible de faire des prestations en semaine quand j'ai un autre travail à côté. Le problème dans ce milieu, c'est que tu ne peux pas dire non. Quand tu es petit et que en fait quelqu'un te propose une date, il faut que tu l'acceptes parce qu'il n'y aura pas une deuxième proposition derrière. Et donc en fait, il faut tout toujours accepter. Donc j'ai un peu accepté qu'il y aura une période de latence et que c'est pas grave, même si voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément le même confort d'esprit ou financier de mon ancien travail. Je pense que ma santé mentale, de toute façon, elle valait en fait cette période. C'était vraiment, il fallait que je me concentre sur moi et que j'avance dans mes projets. Et donc ça valait la peine de faire ces choix. Et alors, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné, tu vois, un petit peu sur ta reconversion, dans ta vie, dans le monde de la nuit, quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Je pense que le meilleur conseil que j'ai reçu, c'était quand on m'avait dit justement que j'étais super timide et en fait, il faut savoir que quand c'est vrai que quand je suis derrière les platines, je donne l'impression d'être très extravertie, d'être très à l'aise et alors qu'en fait pas du tout. Vraiment, les premières fois où je commençais à mixer, c'était un enfer. J'avais les mains, mais littéralement qui tremblaient comme ça. Donc, j'avais du mal, en fait, à bien attraper les boutons. Et c'était horrible. Et il y avait quelqu'un qui était venu me voir pour me dire, mais justement, de quoi tu stresses? C'est quoi qui te fait peur? Et mon copain me rappelle ça à chaque fois. Et je lui disais, mais j'ai tout le temps peur, en fait, de faire une erreur, de me tromper, de donner une mauvaise image de ce que je sais faire et tout. Et on me disait, mais en fait, mon copain, il m'a dit, mais en fait, aie confiance en toi parce que si t'en es là, en fait, c'est qu'il y a une raison. Arrête de te dire que t'es là par chance. Si aujourd'hui les gens en sont à un point dans leur vie, c'est parce qu'ils ont travaillé pour. Donc, essaye de voir ce que les gens voient quand justement eux ils sont là devant toi à passer un bon moment. Bah, rappelle-toi de ça et te concentre pas sur le négatif qui pourrait se passer. Et c'est vrai que ça m'a aidé. J'ai arrêté de trembler et maintenant je me dis franchement, il m'est arrivé tellement de dingueries où j'arrive en soirée, les platines elles fonctionnent pas, je dois rentrer chez moi pour chercher mes platines, retourner à la soirée alors que normalement je devais déjà être derrière les platines à ce moment-là. Un enfer, combien de fois à un moment quelqu'un a renversé une bière sur la platine, donc elle a commencé à disjoncter pendant mon set, mais on comprenait pas ce qui se passait. On n'avait pas réalisé qu'en fait c'était le liquide qui avait commencé à faire sauter l'intérieur. Et donc, la musique, au lieu de jouer dans le bon sens, elle jouait à l'envers. Donc, ça faisait des bruits chelous et tout. Et on ne comprenait pas. Et je me suis dit, franchement, si j'ai réussi à passer au travers de ça, c'est vrai qu'en soi, le stress, c'est juste négatif. Ça apporte rien, en fait. Donc, juste, et si même pour les autres, il faut pas, le stress, ça incapacite tellement la réflexion et la logique. Des fois, il faut juste croire un petit peu en soi et se dire que tout va bien aller. Et une grande partie du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que, en tout cas, même dans le milieu des influenceurs, souvent, en fait, c'est des personnes qui sont super introverties et j'ai l'impression qu'il y a justement ce besoin un peu d'être sur scène pour, je sais pas, combler quelque chose chez soi. Tu vois, on a un peu envie de changer, de se dépasser, de pas être si introverti et donc on se met justement hyper en scène. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une façon, je pense, de s'exprimer qu'on n'a pas spécialement dans notre vie de tous les jours, en fait. Et tu dirais qu'il y a beaucoup de DJ justement qui sont introvertis?
Je pense que beaucoup de DJ, après ça se voit aussi après oui, non. Il y en a où ça se voit dans leur façon d'être quand ils sont sur scène. En fait, il y a deux sortes de DJ. Il y a ceux qui vont vraiment être là et mettre l'ambiance en même temps qu'ils vont mixer. Il y a ceux qui vont être vraiment concentrés, qui vont que regarder les platines et qui vont pas regarder la foule. Déjà, la plupart du temps, un DJ qui regarde que les platines, c'est quelqu'un qui, on le sait déjà, est très introverti. Et après, on le voit aussi quand le DJ quitte la scène. C'est que beaucoup de DJ vont être là sur scène à faire le show et une fois qu'ils sortent de derrière les platines et qu'ils vont dans la foule, on le voit qu'ils sont pas à l'aise. Moi, quand on vient me voir à la fin de mon set et que on me fait des compliments, je suis vraiment mal à l'aise parce que, en fait, c'est comme si c'est deux personnes différentes. En fait, dans la vie de tous les jours, j'aime pas spécialement me faire remarquer, j'aime pas avoir l'attention sur moi et pourtant, je fais un travail où l'attention, elle est que sur moi et où il faut se dépasser, il faut un peu sortir de ça. Et ça m'aide aussi dans ma vie de tous les jours aujourd'hui à mieux apprendre à m'exprimer, à aller peut-être un peu plus vers les gens parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je voulais travailler et au moins ça m'a permis de bosser un peu là-dessus. Et justement, comment tu vis un peu les jugements de la société sur ton métier, le fait que tu travailles dans le monde de la nuit? Comment tu le vis un peu tout ça, toutes ces réflexions? Ouais, c'est compliqué, hein. Mes parents les premiers, quand je sais que pour eux, savoir que ton enfant est dans le monde de la nuit, c'est jamais spécialement rassurant pour un parent. Et après, par contre, les commentaires des gens, j'en fais un peu abstraction parce que même dans le monde de la nuit, les gens ont une vision du monde de la nuit qui peut être tellement différente. Moi, je sais que ma vision du monde de la nuit, c'est un peu celle qu'on veut partager avec notre collectif, c'est-à-dire c'est un endroit où tu te sens vraiment safe, où il y a de la bienveillance, où vraiment de l'inclusion. On essaye en fait de créer un monde de la nuit qui est à notre image. En fait, le fait aussi d'être tous potes et le fait d'être tous proches permet aussi de faire en sorte qu'on a réussi à créer quelque chose où on arrive à dégager aussi certaines valeurs. Par exemple, notre événement de demain, tous les fonds qui seront récoltés vont aller à une association parce que ça nous tient à cœur de faire des événements caritatifs où on se rémunère pas du tout. Donc c'est vrai qu'on travaille depuis 2 mois bénévolement sur ce projet, mais en fait, ça fait partie de ce qu'on aime faire. Et c'est un peu notre mission, je pense, en tant que nouvelle génération du monde de la nuit, c'est aussi changer la vision que les gens peuvent en avoir. Donc, c'est pas là pour dire que c'est un monde qui est forcément tout beau et tout rose tout le temps. Mais je pense qu'on peut le faire devenir comme on veut. Et moi, c'est mon travail quand les gens peuvent me dire oui, mais t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça. Mais en fait, si on suit cette logique, on peut avoir peur de tout. Je préfère me dire que je fais quelque chose que j'aime et que je fais attention parce que oui, forcément, il peut y avoir des dangers. Mais à nous aussi de réussir à changer aussi le point de vue des gens. Je sais que mes parents, aujourd'hui, ils n'ont pas spécialement la même vision du monde de la nuit. Même s'ils ont peur, au moins ils savent que, en fait, tu peux faire partie de ce monde-là en gardant tes valeurs, en étant sérieux parce que pas tous les DJ sont là à faire la fête tout le temps, pas tous les DJ. En fait, je sais que les DJ, en plus, c'est un métier qui a pas une bonne réputation. C'est des gens qui sont réputés pour être assez alcooliques, pour être des drogués, vraiment, il y a tellement de stéréotypes. Et moi, souvent, on me fait, mais comment tu fais pour aller mixer en soirée à 6 heures du matin? En fait, je dors, je me réveille à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, je me maquille et tout, je vais mixer pendant la nuit, après je rentre et je redors. c'est... Et c'est trop bien. Et quand tu dis ça aux gens, ils sont là en mode, mais comment tu fais pour te lever pendant la nuit? J'ai pas envie de faire la fête, j'ai pas envie de boire, c'est pas mon univers, donc j'y vais, je suis pro et je fais ma prestation, c'est tout. Et ça se passe comment l'ambiance entre DJ justement? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence Alors c'est une bonne question. En fait, je pense que déjà, je pense que c'est important de souligner qu'en tant que DJ, surtout quand on est une femme, c'est très compliqué. Il faut s'accrocher aussi, hein. Je pense que pour ça, mes métiers de passion, ils ont été un peu similaires parce que c'est vrai que quand on est une fille, on est automatiquement pas pris au sérieux. Dans la tête, en fait, et surtout des DJ masculins, si t'es une fille et que tu réussis parce que t'es une fille. Et en plus de ça, ça m'est arrivé très souvent pendant que je mixais où des mecs venaient derrière les platines, commençaient à toucher les platines pendant que je mixais. Non. Si, c'est arrivé plusieurs fois et vraiment ça m'énervait parce que, et que ce soit des gens qui le font
pour t'énerver, ou même des fois pendant que je mixais, il y en avait qui disaient ouais, mais c'est sûr, c'est des sets, pas en parlant de moi, mais en parlant de genre de autour de moi, il y avait une fille qui mixait, il disait c'est sûr qu'elle, son set, il est enregistré, les filles, elles savent pas mixer et tout. En fait, il y a plein de gens qui font ça, entre les mecs qui viennent sur scène. Il y a carrément un mec, il est venu une fois et il était en face de moi, il voulait venir derrière les platines pour me filmer tout ensemble. C'est un peu bizarre, non. Tu as surtout la façon dont c'est fait, il y a des gens où tu le vois que c'est malveillant la façon de demander des choses. Et donc, c'est compliqué parce que très souvent, moi, je l'ai entendu, oui, mais toi, la seule raison que tu es en train de réussir, c'est parce que tu es une fille. Et en fait, c'est vexant et c'est blessant parce que déjà, au bout d'un moment, ce genre de personnes te font douter aussi de tes capacités. Malheureusement, c'est dommage, mais c'est vrai. Et en fait, c'est dévalorisant. C'est pas parce que tu es une fille qui rentre dans un métier d'homme que tu sais moins bien le faire. Si tu réussis dans ce métier, que tu sois un homme ou une femme, c'est parce que tu as la capacité de réussir dedans. Donc ouais, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu un contraste parce que y a de plus en plus de femmes qui font ça. Je vois, moi, en tout cas, dans les événements un peu plus mode où je vais, ou fashion week, c'est tout le temps des femmes qui mixent. Donc, c'est marrant parce que il y a de plus en plus de demandes et les mentalités, elles changent pas forcément. Ouais, mais il y a beaucoup de jalousie parce que c'est extrêmement vrai ce que tu dis. Donc, il va y avoir réellement une demande pour des DJ féminines parce que c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Donc, très souvent, quand tu veux faire une soirée où il y a que des DJ féminines, très souvent, en fait, ça va être très restreint quand tu compares à la quantité de DJ masculins qu'il peut y avoir. Et je pense que déjà qu'avant, les DJ masculins pouvaient avoir cette vision qu'une fille pouvait potentiellement moins bien mixer qu'eux. En plus, maintenant, il y a la jalousie de se dire, bah, en fait, eux, ils réussissent juste parce qu'elles sont des filles et qu'il y a besoin de filles. Donc, il y a cette double peine maintenant. Et toi, tu dois faire ça longtemps, tu dois faire ça, tu penses que ça y est, t'as trouvé le métier pour toute ta carrière? Bah, je pense que oui, franchement, si ça pouvait être ce que je faisais de ma vie, c'est vrai que moi, un travail derrière un bureau, c'est vrai que c'est jamais ce qui m'a spécialement correspondu. J'ai toujours eu besoin de changement, j'ai toujours eu besoin d'interaction. J'aime beaucoup le milieu artistique, je peins beaucoup, je fais plein de choses différentes qui sont liées à l'art, même que ce soit dans la musique. Donc, pour moi, c'est un travail qui me correspond énormément. Ça me permettrait de voyager. Et non, franchement, je me verrais faire ça toute ma vie. Après, c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué pour avoir une vie de famille. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver une façon aussi de réussir à concilier les deux. Surtout avec les deux personnes qui font la même chose, j'imagine que ça doit être un peu compliqué de se voir. On essaye de sortir ensemble. Après, souvent, ça peut arriver qu'avec mon copain, on va mixer dans la même prestation ou dans la même soirée. Par exemple, demain, quand je vais mixer, lui aussi, il mixe à cette soirée-là. Donc, ce qui est bien, c'est le fait d'être les deux aussi dans le même univers parce que ça nous permet aussi de pouvoir déjà se comprendre. C'est vrai que quand tu es avec quelqu'un, moi, si j'étais avec quelqu'un qui a un métier normal et que je me levais à 4 heures du matin pour aller en soirée, c'est vrai qu'à 4 heures du matin, on arrive, bon, les gens, ils ont déjà un petit peu bu, et toi, t'arrives, tu te lèves de ton lit, t'as encore des tout petits yeux. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Je pense que si on n'est pas dans cette passion, si on n'est pas dans ce truc, mais on a la chance, en fait, de se comprendre par rapport à ça et on a des carrières qui concordent un petit peu aussi et qui font en sorte qu'on est à peu près les deux en train de monter au même niveau et j'espère que ça continuera comme ça pour toujours être en phase un petit peu. Ouais, parce que j'imagine qu'après ça peut être compliqué s'il y en a un qui perce. Toi déjà t'as percé plus vite que lui, donc j'imagine ça doit être un peu compliqué aussi. Il peut y avoir des jalousies ou. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a toujours en fait un moment où en fait moi de ma vision en fait c'est lui qui m'a tout appris et je le vois, il est très technique. On a vraiment deux façons, deux approches qui sont tellement différentes pour mixer et en fait c'est difficile parce que des fois ça te donne l'impression que toi tu le mérites pas spécialement parce que des fois je me dis mais en fait lui dans ma tête je le vois meilleur que moi, je le vois plus expérimenté et je me dis en soi, c'est pas juste et c'est pas, je pense que lui, il n'y a pas vraiment de jalousie, mais je sais que, comme tu as dit, ça peut être aussi, c'est épineux, hein, vraiment comme sujet, c'est compliqué parce que, comme tout métier, en fait, si on est deux personnes à faire le même, s'il y en a un où ça va aller un peu plus vite et pourtant, c'est pas
bonne raison entre guillemets. C'est vrai que j'ai beaucoup de dates parce que je suis une fille. Je suis une fille qui en plus fait un style de musique qui est demandé et où il n'y a pas assez de DJ féminines pour le faire. Donc c'est logique que moi ça aille un peu plus vite, mais je crois tellement en lui que je sais qu'il y sera, qu'il passera encore plus vite que moi dans le futur. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? C'est quand on est heureux. Quand on se lève le matin et que on sait que on est bien. C'est bête, mais en fait, ça fait 1 mois que j'ai terminé mon travail, mon ancien travail, et en fait, ça fait 1 mois que je me réveille et que je suis heureuse. Que le matin, j'ai hâte d'avancer dans mes projets, que j'ai envie en fait d'avancer, que je suis un petit peu sur tous les terrains, mais parce que j'aime ça. Et je pense qu'une reconversion réussie, c'est juste si on quitte quelque chose qui nous rendait malheureux, peu importe c'est quoi, pour arriver à faire quelque chose qui le matin nous donne envie de nous réveiller, qui nous booste. Alors en fait, il faut le faire. Je pense qu'on se pose trop de questions. En tant qu'humain, on a toujours peur de ce qui pourrait se passer. Et c'est vrai, des fois, on peut avoir peur pour une bonne raison. Mais en soi, je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière, on n'a qu'une vie. Et que si on passe une vie à être malheureux et à être passé à côté de vraiment ce qui nous comble et ce qui nous accomplit en tant que personne, c'est du temps qui est perdu et qu'on récupère pas. Trop de fois dans ma vie, j'ai voulu tester des choses pour des gens ou à écouter un petit peu les autres. Et en fait, si je m'étais écoutée, peut-être qu'aujourd'hui, je serais arrivée peut-être plus vite à ce chemin-là. Et en soi, c'est pas grave si je suis pas arrivée plus vite parce que ça me permet aujourd'hui de savoir ce que je veux ou ce que je veux pas. Mais en soi, juste, si on veut quelque chose dans la vie, qu'on se donne les moyens et qu'on fonce, ça, c'est la clé pour une reconversion réussie. Et je pense que franchement, on peut vivre de tout. On peut réussir dans tous les domaines quand on est passionné et que c'est vraiment le truc qui nous anime. Je pense qu'on peut finalement trouver un moyen après de gagner sa vie avec ça. Complètement. Même si on gagne moins d'argent, c'est pas très grave. Et est-ce que peut-être tu peux nous dire le prochain événement, comme ça les auditeurs qui sont à Paris pourront venir te voir? Bien sûr, avec plaisir. Donc le 21 avril, il y a une soirée, le collectif, il s'appelle Squadron, SQUADRON, et ils font un événement donc le 21 avril, il me semble qu'il sera dans Paris aussi, où il va y avoir vraiment, c'est vrai que c'est une des plus belles soirées, en fait c'est une des plus belles line-up où vraiment je suis dessus, c'est que des très bons artistes, des très grands artistes qui font vraiment de la bonne musique, en plus d'être DJ, ils sont producteurs. Et vraiment, je pense que ça va être une très bonne soirée. Donc, si je vous ai motivé, j'espère vous y voir. Donc, je mettrai aussi ton compte Instagram, donc du coup, qui est Lily Musique, pour que les auditeurs puissent aller découvrir ce que tu fais. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi, merci beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous. Laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.